Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Ce soir, on se retrouve pour faire le débrief de la dernière étape de l'année sur les grands tours. C'était la dernière étape de la Vuelta, on était du côté de Madrid pour cette dernière journée avec un parcours autour de cette ville espagnole, de cette capitale espagnole. Et on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette dernière étape. On fera bien entendu, je le précise, un débrief de cette Vuelta. On parlera de Sepp Kuss, on parlera des équipes qui s'en sont pas bien sorties, on parlera de Remco Evenepoel dans la semaine. Je ne dis pas encore quand. On fera également un débrief des transferts, un point complet sur qui est où et qui est son contrat. Ça, c'est très important parce qu'on arrive mi-septembre et ça commence à être important. Et puis, on fera un point UCI également de la course, de la course pour le maintien. On en fera un là, puis on en fera un après le 15 octobre pour faire un bilan de cette année au niveau du classement UCI. On commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, le PS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. TikTok, le débrief des courses, le débrief également des matchs de la Coupe du Monde de rugby. Il y a une playlist consacrée également au débrief de la Coupe du Monde de rugby sur la chaîne YouTube. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thank. On commence tout de suite avec cette dernière étape. Eh bien, j'en attendais pas grand-chose parce que pour moi, ce genre d'étape, ça permet souvent aux coéquipiers de discuter en début de journée. Ça permet en fait de célébrer tous les coureurs qui ont fini la course et ça c'est très important pour moi. Voilà, quand vous finissez un grand tour, c'est déjà une performance en soi qui n'est pas réalisable par le commun des mortels de faire 3000 km en 3 semaines à vélo en n'ayant que 2 jours de repos. Donc c'est quand même quelque chose qui pour moi il faut le célébrer. Et puis après la dernière partie d'étape, c'est un sprint. Normalement un sprint massif. Là, on a vu c'est difficile à déterminer si c'est un sprint massif ou une échappée qui s'est imposée, parce qu'en soi, tout le monde est arrivé dans le même peloton, mais ça a été quand même chaud. Et on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette dernière journée, avec une surprise de voir une échappée quasiment aller au bout. Et si ça se regarde pas dans le dernier kilomètre, ça va au bout. Mais Caden Groves étant tellement fort que je pense que certains voulaient tenter de le piéger, mais que ça n'a pas marché. Et puis cette performance quand même pendant plus de 30 bornes, de réussir à tenir devant un peloton qui roulait fort. Et puis encore une fois cette animation de Remco Evenepoel qui a réussi à nous animer une dernière étape de Grand Tour, ce qui n'est pas forcément évident. Mais belle perf de Remco Evenepoel qui mérite amplement son titre de super combatif de cette Vuelta, parce que ça aurait été quand même compliqué de le donner à quelqu'un d'autre vu la performance qu'a réalisé Remco sur ces 3 semaines de course. Voilà, note de l'étape 15 sur 20, parce que j'ai pris du plaisir à regarder cette étape, à regarder... Pourtant, j'ai mis qu'à 45 km de l'arrivée, parce que je voulais attendre l'arrivée dans Madrid, donc je savais que l'arrivée dans Madrid, c'était... j'ai regardé c'était un peu avant 45 km que j'ai regardé de l'arrivée, parce que j'attendais pas grand-chose, et moi, vraiment, sur cette dernière heure de course, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et voilà, c'était très très intéressant. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le maillot vert de cette étape, Caden Groves. Il y a 2 performances cette année qui m'ont impressionné du côté des sprints. C'est Mats Pedersen à Limoges. J'en avais déjà parlé parce que il fait un sprint super long. Les derniers sprints qui m'ont vraiment impressionné, c'est Pedersen, parce que je crois qu'il y avait Milan aussi qui avait fait un sprint très long quand il gagne sur le Giro. Mais Pedersen, c'était impressionnant. Là, Caden Groves, il roule quand même les 30 derniers kilomètres. Ça roulasse fort, hein. Ça roulasse très très fort.
Et malgré le fait que sur les 30 premiers kilomètres, ça roulotte, après ça a vraiment, vraiment accéléré fortement dans Madrid. Et lui, bon, déjà, il avait un coureur à suivre, il le suit, c'est Remco Evenepoel pour le maillot vert. Mais en plus, il s'est pas dit, je vais le suivre, puis après, bon, bah, je me concentre sur un sprint. Non, il a vu que Remco Evenepoel allait faire une attaque, bah, il s'est dit, allez, je continue, c'est mon moment, on peut peut-être faire un truc à 5 ou 6, et en plus, comme ça, je suis pas obligé d'utiliser mes équipiers qui sont peut-être un petit peu fatigués après 3 semaines de course. Et puis je peux gagner avec la manière. Il gagne hier soir avec la manière pour moi Caden Groves parce que c'est rare quand même les sprinters qui prennent des risques. Les purs sprinters qui prennent des risques, normalement non. Ils n'ont pas besoin, ils ont l'équipe autour d'eux. Lui, il a osé prendre le risque de peut-être tout perdre ce soir, de peut-être pas gagner l'étape. Et il faut le saluer. Il faut le saluer. La manière dont il a couru aujourd'hui, enfin sur cette étape-là, c'était un grand, grand spectacle. Et j'aime bien, moi, ces coureurs qui veulent animer la course. Voilà. Et lui, il a voulu animer avec Remco Evenepoel, certes, avec Ghana, mais il faut suivre le coup. Et merci Caden Groves, parce que c'est vraiment chapeau Caden Groves. Voilà. Et en plus, là, il mérite totalement son maillot vert. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais dit, oh, le maillot vert. Enfin, j'avais dit le Tour d'Espagne de Caden Groves, il n'est pas si exceptionnel que ça. On reste un petit peu peut-être sur notre fin. Sauf que la manière dont il a gagné aujourd'hui, bah non, on reste pas sur notre fin. 3 étapes gagnées, un maillot vert, 2 deuxièmes places aussi. Il n'a pas raté grand-chose. Il a raté l'étape que gagne Geoffrey Soupe, où je crois qu'il fait 4 ou 5. Et puis, oui, il rate 2 étapes, quoi. Mais bon, il a vraiment fait du très très bon travail. Donc chapeau, monsieur Caden Groves. Et puis, ouais, ça serait intéressant de le voir sur le Tour de France. Après, je ne sais pas comment on va faire l'année prochaine, quels seront les objectifs, parce que c'est vrai qu'il va y avoir les Jeux Olympiques. Est-ce que Jasper Philipsen ne voudra pas se préparer pour les Jeux Olympiques et plutôt faire le Giro? On ne connaît pas encore le parcours des 3 grands tours. Est-ce que Caden Groves, ça fait quand même 2 ans qu'il fait que la Vuelta, ne va pas vouloir faire également une autre course? C'est la question qu'on peut se poser, en sachant qu'il y aura également un Axel Laurence qui arrive chez Alpecin, qui va encore densifier cette équipe du côté des sprints. Ça va être intéressant de voir comment ils vont se débrouiller. Mais non, c'est intéressant de voir quel coureur on va mettre sur quelle course. Moi, Caden Groves, j'aimerais bien le voir sur le Tour de France et ça peut être un coureur très très intéressant sur le prochain Tour de France, mais après ça dépendra de comment goupille tout, parce que c'est vrai que l'année prochaine Van Der Poel il va faire du VTT, donc il va être moins dispo sur la route. Donc est-ce qu'on va pas plutôt se dire qu'on met Philipsen, Van Der Poel sur le Giro, Caden Groves sur le Tour de France et puis sur la Vuelta on verra, parce que la Vuelta l'année prochaine va arriver le 15 août, hein, on reprend. Ça, je trouve ça dommageable de reprendre les dates de l'année dernière de la Vuelta, parce que moi je préfère vraiment la Vuelta comme on l'a eu cette année, c'est-à-dire fin septembre, fin août, début septembre, alors que là on va avoir 2 semaines en août. On sait très bien qu'en Espagne on peut avoir des conditions vraiment caniculaires et vraiment très compliquées. Et je trouve qu'en septembre, on sait très bien qu'on peut rouler en septembre en Espagne, même maintenant en France. Il n'y a aucun problème avec les conditions climatiques en septembre, en octobre. Je vois pas pourquoi on décale pas un petit peu les dates de cette Vuelta. Surtout que par exemple, pour moi, ça va être un problème parce que je veux faire les Paralympiques. Je vais me retrouver à voir à la fois les Paralympiques, à la fois le Tour d'Espagne en même temps. Et je trouve que pour la visibilité du Tour d'Espagne, bah, en France, par exemple, je pense qu'il y a des gens qui vont regarder les Paralympiques. Ils n'auront peut-être pas le temps de regarder le Tour d'Espagne avec les 2 compétitions qui vont être vraiment côte à côte. En plus, ça veut dire qu'on va encore avoir un enchaînement de compétitions qui va être assez important. Ça va être très dur de préparer cette Vuelta parce que le Tour de Pologne, l'Espagne avec le Tour de Pologne et le Tour de Burgos va être très réduit.
Donc ouais, je préfère quand la Vuelta a des dates comme ça. Bon, après, c'est un choix des organisateurs. Vuelta qui partira du Portugal. Départ depuis l'étranger. On verra ce que ça donne, même ce départ au Portugal. Evenepoel, bah oui, c'est lui qui lance le mouvement, Evenepoel. Il a quand même, alors déjà il a du culot, Evenepoel, il a du panache, il a pas peur de perdre. Quand j'avais vu dans les commentaires certains dire il a pas peur de perdre, non, parce qu'aujourd'hui la probabilité qu'il s'impose sur cette étape-là en ayant Caden Groves et Ghana était extrêmement réduite. Et pourtant, il n'hésite pas à rouler, à s'amuser aussi, je pense, parce qu'il s'est amusé aujourd'hui à l'avant du peloton. Et puis, lui, il mérite totalement son titre de super combatif. Parce qu'aujourd'hui, il a mérité son titre de super combatif, il a fait du job, il a fait du très bon travail. Moi, je dis voilà, bravo monsieur Evenepoel. Je trouve que vous avez mérité votre titre de super combatif. Autant sur le Tour de France, j'avais dit que d'autres coureurs le méritaient. Autant là, bon, ça aurait été quand même. J'ai rien contre Andreas Kron ou contre Van de Velt, mais pourquoi moi, Remco Evenepoel, ça a plus animé la course qu'eux. Et puis en plus, ça a été le facteur X pour lancer des échappées, pour dynamiter la course. Là encore, c'est lui qui crée le mouvement. Donc c'est ce qui est fait pour moi la différence. Et puis bon, on peut pas dire que son Tour d'Espagne soit raté à Evenepoel. Un mec qui gagne autant d'étapes, qui remporte le maillot à pois, qui anime autant la course, moi je trouve pas que ça soit un Tour d'Espagne raté. Alors oui, le général, le contrat n'est pas rempli pour le général, mais il a montré que sur 3 semaines, il tenait très bien la cadence, il finit très bien la course aussi, donc ça c'est très rassurant pour le futur. Bon, il a eu une Simon Yates, voilà, alors faudra essayer de comprendre pourquoi. Bon, avec Simon Yates, on n'a toujours pas vraiment compris. Quoique cette année sur le Tour de France, Simon Yates, il fait 3 semaines très consistantes. Mais voilà, il a eu une craquante. Faudra essayer de comprendre pourquoi, mais on peut pas dire que le Tour d'Espagne de Evenepoel est raté. Voilà, c'est pas parce que ton objectif principal n'est pas réussi que ta course est complètement ratée. C'est deux facteurs différents. Oui, l'objectif principal, il ne l'a pas réussi, il ne l'a pas atteint. Mais le reste, vous avez quand même des très très belles performances. Et puis, je pense qu'il a de la confiance. Le Tour de Lombardie, alors c'est presque dommageable parce que le Tour de Lombardie, c'est encore dans 3 semaines. Mais bon, je pense que ça fait partie des prétendants à un bon résultat dans cette course-là. Il y a peut-être aussi un bon résultat à faire à Binche pour Evenepoel. Donc, il y a encore des belles courses sur cette fin de saison, parce qu'il y a le Tour de Lombardie, Paris-Tours, Binche, Paris-Bourges, bien entendu. Dites pas du mal de Paris-Bourges. Qu'est-ce qui nous reste d'autre? Les championnats d'Europe cette semaine, le Tour de Luxembourg, le Tour de Croatie. Enfin, c'est un peu moins des belles courses, mais il y a encore des résultats à obtenir. Et puis il y a encore quelques semi-classiques italiennes avant le Tour de Lombardie. C'est vrai que c'est particulier parce qu'avec le fait qu'on a les championnats du monde qui est lieu en août, là normalement on aurait les championnats du monde, ça fait peut-être un peu plus trou, mais ça veut pas dire qu'il n'y a rien dans le calendrier, puis ça va me permettre moi de suivre d'autres courses qui sont pas forcément possibles quand il y a les championnats du monde. Et en plus moi ça m'arrange presque parce qu'avec la Coupe du Monde de rugby, faire les deux en même temps a été compliqué. Déjà que cette année faire les championnats du monde ça n'a pas été facile avec toutes les compétitions en même temps. Là ça aurait été encore plus dur. Et la difficulté de les récupérer, les compétitions, parce que ça n'a pas été facile non plus à récupérer, et avec en plus la Coupe du Monde de foot. Bon, je continue avec Hugo Page. Beau sprint d'Hugo Page, il finit sur une bonne note. Ça n'a pas été un Tour d'Espagne facile pour Hugo Page. Il a rarement trouvé l'ouverture, mais il finit au moins sur une belle note avec cette 4e place. Surtout que c'est presque dommageable parce que Rui Costa n'a pas regardé dans son dos. Puisque peut-être aussi Rui Costa, il sait qu'il n'aura pas de contrat l'année prochaine avec Intermarché, mais il y avait peut-être quelque chose à faire du côté de Rui Costa pour tenter de remonter Hugo Page sur la toute fin du sprint, et c'est peut-être ce qui lui a manqué un peu sur la fin. Mais belle performance d'Hugo Page du côté d'Intermarché, et puis voilà, il finit sur une bonne note. Au niveau du classement du maillot vert, il finit loin, il n'y a pas...
Enfin voilà, c'est Geoffrey Soupe qui est le meilleur français du côté. Non, c'est Romain Bardet qui est le meilleur français du côté du maillot vert, avec la 14e place, ce qui montre qu'il a aussi été très actif dans les échappées. Il a même dit en interview que le classement général, c'était plus pour lui. Ce qui, après, oui, il a eu les accessites. Il n'ira pas chercher encore un podium sur un grand tour. Je pense que le rêve est passé, on va dire. Après, on regarde Mollema, on regarde d'autres coureurs, on regarde Wout Poels. Ils font encore des très bons résultats et ils ont 3-4 ans de plus on voit Michael Woods aussi qui a 36 balais, donc Bardet il est loin d'être fini et il a encore des belles choses à se mettre sous la dent. Donc voilà, Hugo Page, belle fin de course, beau sprint. C'est dommage, voilà, Rui Costa le remonte pas, mais c'est le premier sprinter du côté du groupe peloton. Donc ça aussi, ça montre que c'était une belle perf. Et puis Ghana, belle deuxième place, belle troisième place également de Nico Denz qui était vraiment à l'arraché dans les roues, mais qui a réussi à sortir les tripes pour finir voilà, son sprint. Voilà, Ghana aussi, c'était bien. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Rapidement, du côté des bonnets d'âne, je commence avec Edward Theuns. Alors, du côté de Jackie Durand, et on pensait qu'on roulait pas du côté de la Lidl Trek, c'était pour garder de l'énergie sur la fin. Non, c'est que je pense qu'on n'avait pas confiance en Edward Theuns. Vu la liste de départ, il y avait quand même quelque chose à tenter, je pense, pour Edward Theuns. Sauf que je crois qu'il prend que la 4e place sur le sprint de Geoffrey Soupe. Et pourtant, il est dans la roue de Geoffrey Soupe quand il lance et il n'est pas capable de suivre. Et ensuite, on ne l'a pas vu. Edward Theuns, là, il finit 17e aujourd'hui. Mais alors, je sais bien que c'est pas un pur sprinter. Mais bon, quand tu vois Ghana, par exemple, Ghana n'est pas un pur sprinter. Quand tu vois Geoffrey Soupe, il y avait des possibilités. Il y avait des accessites à prendre. Mais il ne les a pas pris. Donc pour moi, c'est une déception. Edward Theuns, il fait pas une grande saison, Edward Theuns, cette année, je trouve. Est-ce qu'il a encore sa place même chez Lidl Trek? C'est une question qu'on peut se poser parce que il y a quand même. Alors je sais pas s'il est en fin de contrat, je sais pas du tout. Et puis là, je peux pas regarder parce que j'upload une vidéo et comme je recharge mon téléphone, j'ai moins de connexion. Parce que la connexion, c'est vraiment un endroit précis pour avoir la connexion maximum ici en 4G. Mais du côté d'Edward Theuns, ouais, je me pose encore la question chez Lidl Trek, parce que quand tu vois maintenant Pedersen, quand tu vois quand même ce qu'ils recrutent avec notamment Milan, qui rejoint la formation, je me dis quand même que ça va être compliqué dans les mois à venir pour Edward Theuns, parce que là déjà il faisait souvent poisson pilote pour Mats Pedersen, mais c'est pas le meilleur dans ce domaine-là. Edward Theuns, loin de là. Ça laisse peu d'opportunités dans les mois à venir, je pense, pour participer à des courses. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans une autre formation? Le problème, c'est que d'autres formations aujourd'hui qui n'auraient pas un sprinter aussi bon que lui, il n'y en a pas tant que ça. Alors après, il y a les formations de deuxième division, genre Bingoal. Mais ouais, c'est vrai que du côté d'Edward Theuns, j'ai l'impression qu'il a peut-être fait le tour chez Lidl. C'est un peu la question que je me pose. Lewis Haski, alors qu'il finit 14e, pourtant la Groupama a roulé aujourd'hui pour lui. Ça a été une course mi-figue, mi-raisin quand même. On ne s'attendait pas à grand-chose de la part de la Groupama. Enfin, on ne s'attendait pas à grand-chose. On avait des espoirs, mais on se disait, bon, c'est vrai qu'ils emmènent quand même beaucoup de jeunes coureurs. On a eu l'impression quand même souvent qu'ils ont été à contre-temps. Lewis Haski, il part chez Israël. C'est pas une grosse perte pour Groupama. Certains ont dit c'est une belle recrue pour Israël. Ou dans un train pour lancer un sprinter, mais en gros, en sprinter numéro 1, non. Pour moi, c'est trop léger, Lewis Haski en sprinter numéro 1. C'est pas suffisant. Alors, à part s'il y avait une énorme progression chez Israël, ce qui peut arriver, mais ouais, pour moi, c'est pas suffisant. On peut quand même noter une bonne chose du côté d'Israël, c'est que là, on voit qu'ils recrutent quand même des plus jeunes coureurs. C'est intéressant. Mais ça montre aussi que lui, il est passé par la Conti Haski. Passer par une Conti Pro et avoir des résultats en Conti, dans les réserves, pardon,
c'est pas forcément signe de grands résultats après chez sa carrière chez les professionnels. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont passés dans la Conti, chez Groupama notamment, qui n'ont pas eu de grands résultats derrière. Dès qu'on met un peu plus de pression sur ces coureurs-là, j'ai l'impression que parfois il y en a certains qui ont du mal. Et Lewis Hasky, oui, il y a eu... alors il y a eu des problèmes physiques pour lui, puisque lui il n'a pas été épargné, notamment avec des soucis gastriques très importants. Mais c'est vrai que pour moi, en sprinter numéro 1, on a vu sur la course, c'est pas suffisant, ça fait difficilement top 10, et encore une fois, l'opposition n'était pas très forte, donc c'est pas assez pour une équipe World Tour. Là, je sais qu'il rejoint Israël, qui est en deuxième division. On va voir. Israël a aussi recruté des beaux sprinters, donc ça sera peut-être pour lancer des sprinters, pour être dans les trains plus que pour aider Hofstetter peut-être l'année prochaine. Et puis je termine avec Dainese. Alors lui, Dainese, c'est fou. Un seul sprint, alors il l'a réussi son sprint, mais là il est pas emmené par DSM. DSM, c'est quand même une équipe qui a une manière de fonctionner qui est très bizarre, parce qu'il y a quand même un nombre de coureurs qui quittent DSM pas en bon terme. Et surtout, je me dis, DSM, c'est quand même une formation. T'as l'impression des fois que le professionnalisme... Jumbo, au lieu de s'attaquer à Groupama, je pense qu'ils auraient plutôt dû s'attaquer à DSM, parce que t'as l'impression des fois c'est la fête du slip chez DSM. Là encore aujourd'hui, t'as une opportunité, personne fait le boulot pour Dainese. Je sais pas, mais le mec a remporté le dernier sprint massif. Donc normalement tu t'attends à ce que cette équipe roule. Non, il roule pas. Pas pour objectif de rouler. En termes de stratégie, je trouve que cette équipe, c'est assez souvent catastrophique. On l'a vu notamment sur le dernier Tour des Flandres, où ils font un barrage lamentable à 115 km de l'arrivée pour que le premier coureur qui termine soit 17ème. Mais bon, c'est assez surprenant, cette formation. Et donc Dainese, oui, si on t'emmène pas, tu fais 27ème du sprint. Je crois que c'est un truc comme ça. Il est 25ème. Il n'est pas emmené. Pas de poisson pilote, et à un moment, tu peux pas faire des merveilles, tout simplement. Donc, ça aurait été bien de l'aider. Il y avait peut-être un résultat à faire aujourd'hui, encore, un beau top 5, mais bon. Des fois, j'ai un peu du mal. Je termine cette vidéo en souhaitant une bonne retraite à Michael Cherel et à Luis Sanchez, deux coureurs qui ont été importants pour moi dans le cyclisme. Michael Cherel, c'est un mec qui aurait pu tenter sa chance en tant que baroudeur. C'est l'un des premiers coureurs français, pour moi, qui s'est dit « je vais faire équipier dans l'ombre ». Parce que pendant très longtemps, les coureurs comme Michael Cherel en France, on les mettait baroudeurs. Voilà, le profil Michael Cherel aurait été un profil baroudeur sur beaucoup de courses. Et Michael Cherel, c'est fort quand même de se dire qu'il a décidé de se mettre coéquipier au service d'un leader dans l'ombre, coéquipier de l'ombre. Moi, je trouve ça... Et puis, il faut saluer le fait aussi qu'il soit resté dans cette formation à G2R. C'est rare, quand même. C'est de plus en plus rare dans le cyclisme. Et ouais, je trouve que Michael Cherel, super équipé. Puis je pense qu'à une époque, il avait des opportunités pour aller ailleurs. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui voulaient l'emmener ailleurs. Et puis, également Luis Sanchez. Alors, lui, il a eu un rôle de leader et puis après un rôle d'équipier, baroudeur. Mais c'est deux très bons coureurs. Peut-être des coureurs un peu plus de l'ombre, mais qui ont eu une belle carrière. Et puis je pense que Michael Cherel en consultant, c'est un coureur qui pourrait être intéressant à prendre en consultant. Parce que j'ai déjà entendu, c'est pas mal, Michael Cherel, bon coureur. Bon, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Il y a encore du cyclisme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.